Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up. Vous écoutez aujourd'hui notre émission qui analyse et review le Monday Night Raw de ce 12 novembre 2018 pour cet événement juste avant les Survivor Series. À la présentation, vous m'avez sûrement connu, c'est Raphaël et je ne suis pas tout seul. Et évidemment, je suis accompagné de l'inévitable Giscal qui nous vient du Chaud Bleu. Un petit peu la guerre. Ça va Giscal? Ça va Raphaël. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va aller pour ce Monday Night Raw. Donc oui, on est déjà, Petite invasion. voilà, on est déjà le Go Home Show de Survivor Series. C'est vrai qu'avec tous ces shows un peu bizarres qu'il y a eu de part et d'autre dans le monde ce mois d'octobre, on était un peu perdus. Bon là, on retourne aux États-Unis, on est à Kansas City. T'es prêt pour commencer? On y va? On est parti. Eh ben on est parti et ça commence avec beaucoup de monde sur le ring puisqu'on a une Battle Royale de tag team pour savoir quelle sera la tag team leader au Survivor Series, puisqu'il y aura une sorte de battle royale d'élimination match de tag team avec des tag teams de Raw, des tag teams de SmackDown. Donc à SmackDown, on sait que c'est les Usos qui sont les leaders. Là, on a la Lucha House Party, les Revivals, Slater and Rhino, Ascension, Gable et Roode, la B-Team, sauf que ça dure même pas une minute. Braun Strowman arrive, il détruit tout le monde. Là, il y a même pas d'opposition, hein. Toutes les tag teams sont envoyées de part et d'autre du ring. Et il s'assoit, il prend une petite chaise, Braun, il se met au milieu du ring, il prend le micro et il réclame Baron Corbin, puisqu'on sait qu'il y a un petit différent entre les deux hommes depuis quelques semaines. C'est pas Baron Corbin qui arrive, c'est Stephanie McMahon, donc c'est le N+1 hein, en gros de Baron Corbin. Ça vient jusqu'aux oreilles de la hiérarchie. Stephanie McMahon, elle essaye un peu de raisonner le géant. Elle essaie de le recentrer un peu sur les Survivor Series. Elle lui dit ok, écoute, t'es vénère, mais bon, là il y a Shane qui a volé la World Cup. Là, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne aux Survivor Series. Braun, il dit qu'en gros, il en a rien à foutre, mais il s'en branle comme pas possible. Lui, Raw, SmackDown, toutes ces histoires, c'est pas son problème. Tout ce qu'il veut, c'est Baron Corbin. Alors Stéphanie, elle lui fait une sorte de deal. Elle lui dit bah si tu fais gagner Raw au Survivor Series, t'as tout ce que tu veux. Donc elle essaye de lui vendre des avions, des trains, des billets, des billets Ouais. gratos, tout ça, des pins. Doit avoir des réducs là. Ouais. Ouais. Et Braun il s'en fout. Lui, je sais même pas trop s'il rentre vraiment bien dans un train ou dans un avion. Hein. Il faut des places king size. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un match contre Lesnar pour l'Universal Championship et Baron Corbin d'abord. Et bah Stéphanie, elle lui dit ok, t'auras les deux si tu nous fais gagner Raw, mais avant les Survivor Series, tu touches pas à un cheveu de Baron Corbin. Alors là, ça c'est moi qui le dis, hein, façon de parler, parce que on sait bien qu'il n'y a plus beaucoup de cheveux. Ah, c'est du joli, bravo. Merci. Bon, ce segment est un peu long d'entrée, mais je le poursuis, hein, puisqu'il y a Ronda Rousey qui arrive. Je sais pas trop pourquoi elle décide de venir là et de Oui. provoquer un peu Becky Lynch en disant qu'elle était motivée par ce challenge pour affronter The Man. Elle continue d'utiliser ce terme. Elle menace un peu Stéphanie aussi. Là, c'est Baron Corbin qui arrive. Ça commence à faire du monde. Baron Corbin, il fait ce qu'a fait Steph avant. Il dit ouais, tout ça, Team Rouge, on est concentré. Il faut qu'on affronte les Bleus, il faut qu'on gagne. Ronda Rousey lui fait une prise de judo là, et le projette au sol. Il se relève, Brown essaye de le menacer aussi un peu, mais Stéphanie réussit à calmer tout le monde. Elle a dit hop, 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 pas de ça chez nous, attendez la semaine prochaine. Et ce long segment d'entrée finit ainsi. Donc il y a eu pas mal de choses. Je te laisse, Giscal, revenir sur ce que tu as trouvé important ou intéressant dans ce segment. Bon, intéressant. Ce serait fort. Bon, mais c'était pas divertissant. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une intro assez animée, qui avait au moins le mérite de remettre un petit peu les Survivors, enfin pas de remettre, je sais pas, mais enfin en tout cas de bien mettre les Survivor Series au centre des discussions, parce que comme tu l'as dit, bah ça y est, on y est déjà. C'est vrai que les Survivor Series sont arrivés très très vite. Il y a eu que 2 Raw et bientôt 2 SmackDown pour ça, donc il fallait faire un build express. Donc moi ce que j'ai bien aimé
dans ce segment, c'est que on a d'une certaine manière un petit peu soldé et donné une raison pas trop mauvaise à Braun Strowman de se calmer. Parce que moi, j'avais pas été trop fan la semaine dernière du fil rouge là. Il avait couru après Baron Corbin suite aux événements de Crown Jewel. Il avait couru après pendant toute l'émission et je trouve que c'est des fils rouges qui le font plus passer un petit peu pour un gros bonnet, pas très menaçant qu'autre chose. Ouais, puis ça arrive souvent surtout. Ouais, ça arrive assez souvent. Là, au moins, ça a le mérite, on va dire, de lui redonner un petit peu de consistance à son personnage, à Bron. Genre, bon, bah, il est pas là pour déconner, il est pas con non plus. Donc, du coup, il a eu ce qu'il voulait. Stéphanie, elle a eu ce qu'il voulait. Enfin, j'ai bien aimé l'échange entre les deux. Voilà, t'es une businessman. Enfin, je suis une businesswoman. Toi, je sais plus ce qu'elle lui dit, mais enfin, grosso modo, on va faire affaire. Donc voilà, ils ont chacun eu ce qu'ils voulaient. J'ai trouvé que la dynamique était pas trop mal, et puis ça avait le mérite au moins de donner une vraie raison à Braun de se calmer et à ce 5v5 d'exister au Survivor Series. Après, l'arrivée de Ronda Rousey, c'est vrai que bon, je sais pas trop ce que ça foutait là. C'était ça se transformait un petit peu en fourre-tout le segment. J'aurais été ok si ça s'était arrêté après le deal, on va dire de Stéphanie et Braun. Mais bon, écoute, ça a le mérite de continuer à hyper ce match qui s'annonce de plus en plus comme le main event légitime un peu de ce pay-per-view. Enfin, moi, c'est le match que j'attends le plus et toute cette émission n'aura pas fait redescendre mon enthousiasme là-dessus. Donc, écoute, j'étais pas mécontent de voir Ronda Rousey non plus. Oui, c'est sûr que sur le moment, moi je trouve ça un peu étonnant, surtout Ouais, qu'effectivement, si Baron Corbin continue d'être ridiculisé par tout le monde, même par Ronda Rousey, ça devient pas un personnage très inquiétant du tout. Du non, coup, un éventuel match Corbin-Strowman, on s'en fout un peu, quoi. C'est juste histoire c'est un peu de, un de- défouloir, quoi. de liquider le truc, ouais. Bon, on continue. On passe à un match féminin. C'est Ember Moon qui affronte Tamina. Donc Tamina, elle est accompagnée par Nia Jax, hein. Les deux femmes sont maintenant Ouais, alliées. c'est officiel. C'est officiel. Bon, sur le match, plutôt domination de Tamina, notamment au sol, hein. Elle fait parler son poids, sa force pour maintenir et calmer un peu Ember Moon, même si Ember réussit à passer quelques séries de kicks et de coups assez rapides. À un moment donné, elle se projette hors du ring sur Nia Jax, mais elle n'arrive même pas à la faire tomber. Pas trop compris ce passage. Et au moment où elle se met sur le turnbuckle pour tenter une Eclipse, Nia Jax monte sur le ring. Ça cause une distraction. Ember Moon se prend un super kick, un splash dans la foulée, et c'est donc Tamina qui gagne cet affrontement. Quelque chose à dire de plus à ce sujet, Giscard? Non, pas grand-chose. Le match était pas très intéressant. Cette association non plus de Tamina Nia Jax. Bon bah voilà, c'est vrai que Nia Jax va avoir un nouveau title shot contre Ronda Rousey quelque part après Evolution. Donc pour pas que ça fasse trop bis repetita d'après WrestleMania, ils essayent de changer la dynamique en la présentant maintenant comme une force encore plus inarrêtable puisqu'elles sont deux. Bon, c'est pas ça qui va me faire m'intéresser forcément à son personnage. Le seul truc que je retiens là-dessus, c'est que je suis toujours assez content quand ils essayent de développer des petites histoires de mid-card et pas juste des choses pour les porteurs de ceinture. Donc allez, c'est le seul petit point positif que je pourrais retirer de ça, c'est qu'au moins il y a un petit effort, on va dire, pour continuer des programmes dans la low card et c'est voilà, bon, un petit point positif, c'est léger, mais bon. Ok. Oui, effectivement, c'est plutôt léger. Bon, alors, on enchaîne sur notre segment. Ce coup-ci, c'est sur le ring. C'est un interview. C'est assez rare pour le souligner. C'est Corey Graves qui interviewe Seth Rollins, son ami, hein. Ils se sont connus à NXT. Ils se sont croisés. euh, à propos, à la fois de la tension qu'il y a évidente entre Seth Rollins et Dean Ambrose, et puis aussi parce que le champion intercontinental, donc l'architecte, affronte dans cette fameuse guerre des Survivor Series, affronte Nakamura, le champion des États-Unis, ce dimanche. Alors Rollins, en gros, Nakamura, il sera concentré au moment où la cloche sonnera dimanche, mais avant ça, il s'en fout un peu du japonais. Seth, tout ce qu'il veut, c'est savoir pourquoi Ambrose a trahi, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça à lui, pourquoi il a fait ça à Roman Reigns et à tout le monde. Donc Dean Ambrose apparaît sur le Titantron dans une scène digne des films, d'un film américain. Là, il est dans un parking, assis sur sa voiture, avec une espèce
feu qui brûle à côté de lui. Il explique que tout le monde le prend pour un imbécile, notamment Seth Rollins. Tout le monde l'a plus ou moins manipulé. Il pense que Seth doit s'en vouloir, doit se poser 1000 questions. Est-ce que c'est moi qui ai mal fait? Est-ce que si? Est-ce que ça? Mais Dean commence à nous donner une explication. Il s'est rendu compte en fait que le Shield, ce fameux Shield, cette fameuse triple force, le Shield le rendait faible à lui, Dean Ambrose. De jouer le softer, l'aide de camp, les secondes mains, tout ça, ça le rendait faible à force. Et qu'il n'avait pas besoin de ça pour être le meilleur. Et donc symboliquement, il prend son gilet pare-balles du Shield, il l'asperge d'essence et il le jette au feu comme une ultime provocation avant de s'en aller. Donc Rollins, il est visiblement pas content, mais il en dira pas plus. Hein. Il s'en va un peu silencieux. Est-ce qu'on a monté d'un cran dans la rivalité là? Est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose tout ça? Est-ce que la raison est valable, Giscal? Écoute, la raison est valable. Ça monte doucement mais sûrement. Ça monte doucement mais sûrement. Ça a bien explosé lors du turn, mais après ça a ralenti, on va dire, avec du coup le silence de Dean Ambrose. Et maintenant, il commence petit à petit, la semaine après semaine, à retrouver la parole et à nous expliquer ses motivations. Et je trouve que ça marche pas trop mal. C'est vrai que cette alliance. Alors on se dit a posteriori que Dolph Ziggler était bel et bien rentré dans la tête de Dean Ambrose, hein, parce que voilà, cette alliance finalement du Shield n'a fait que le détourner. De ses vraies ambitions, que ça l'affaiblissait, et puis que finalement on le prenait pour un débile, un lunatique, mais il va montrer maintenant ce dont il est capable. Donc je trouve que le truc est pas mal, puis ça monte tranquillement. Donc j'ai plutôt bien aimé. Cette petite promo avec toujours ce symbole, hein, voilà, tout comme le soir du turn, il était parti en remontant les escaliers qui descendent habituellement avec ses amis, il était parti par l'entrée, donc c'était un peu la symbolique de cette fin du Shield. Là, il brûle sa veste, voilà, c'est un autre petit symbole. Donc je trouve que c'est pas trop mal mis en scène. Moi, ce que j'ai pas trop, ce que même que j'ai pas du tout aimé, c'était la mini interview entre Graves et Seth Rollins, parce que ils en ont rien à foutre du match entre Nakamura et Seth Rollins, et du coup je vois pas pourquoi j'en aurais quelque chose à faire. Donc c'est vrai que je trouve que c'est pas très habile comme construction. Ouais, je trouve que c'est pas très élégant ou très habile comme build, parce que ça peut être un match assez sympa. Et Corey Graves rétorque à juste titre, hein, que s'il fait pas trop attention à Nakamura, ça va lui coûter. Je pense que c'est d'ailleurs un petit peu l'histoire de ce qui va se passer. Mais c'est pas parce que c'est cette histoire-là qu'ils veulent raconter que je trouve qu'elle est vraiment excellente. Donc ça m'a pas trop plu. Ouais, il y a une histoire de timing qui est un peu bizarre, peut-être. Peut-être aussi. Est-ce que finalement ce turn de Dean Ambrose, alors bon, ils l'ont fait le pire ou le meilleur soir possible après l'annonce de Roman Reigns, mais est-ce que du coup ça aurait pas mérité d'arriver au Raw après les séries? Parce que oui, comme tu dis, là, ce match est totalement anecdotique. De toute façon, là, on voit bien depuis le début de la soirée qu'il y a pas mal de top stars de Raw, hein, que ce soit Braun Strowman, Seth Rollins, qui en ont un peu rien à foutre de ces. Et puis c'est vrai qu'on peut se poser la question, ces Survivor Series où Raw et SmackDown s'affrontent et qui en général ne donnent aucune conséquence tout le reste de l'année. Bon, à voir. Ça donne des affiches intéressantes. En tout cas, Nakamura, Rollins, ça peut être un beau match. Et puis, c'est ça. on verra si Dean Ambrose reste en coulisses calmement ou s'il intervient, ce qui est possible aussi. C'est ça. On continue sur la poursuite d'un événement tragique de la semaine dernière, du main event de la semaine dernière. Hein. C'était Kurt Angle qui avait affronté Drew McIntyre. Et le pauvre médaillé olympique avait bien mal fini. Il avait dû abandonner dans sa propre prise de soumission. Donc la musique de Kurt Angle retentit, mais en fait c'était juste une blague. Hein. C'est Dolph Ziggler et McIntyre qui sont là. Ils ont bien réussi à embobiner la foule. C'est Drew hein, là, qui va prendre le micro et qui va parler. Ziggler ne dit pas un mot. Et il est assez convaincant, j'ai trouvé, Drew McIntyre. Il explique que ce qui s'est passé la semaine dernière, lui, il l'a mal vécu. Ça lui a pas fait plaisir. Il a humilié Kurt Angle, il l'a détruit, il a fait pleurer. Donc il trouvait ça
il a trouvé ça un peu ridicule. Maintenant, en tout cas, il a détruit le Shield, il a détruit Kurt Angle. Du coup, il nous dit que Raw, c'est chez lui maintenant, c'est sa maison, c'est sa place. Il veut plus de place pour la nostalgie. On verra s'il aura raison, s'il y aura plus de vieux qui vont revenir. Il n'a pas trop le temps de finir parce qu'il est interrompu par Finn Balor. Donc, Finn a une bonne pop en arrivant. Et toujours son petit sourire couillon, mais ça, on peut pas lui enlever, je crois. Non. Alors lui, alors c'est pareil, il a pas trop aimé que Kurt Angle se fasse humilier. Il lui dit à Drew, ok, t'étais meilleur, tu pouvais le battre, mais t'étais pas obligé d'aller si loin quand même. T'étais pas obligé d'être si méchant. Drew McIntyre, pareil, il répond, il se fout de sa gueule un peu. Il lui dit que sûrement Balor a cru qu'il allait l'aider la semaine dernière quand il se faisait lui-même attaquer par Bobby Lashley, mais qu'il n'y aurait pas d'alliance européenne, que Finn Balor représente tout ce qui ne va pas dans cette fédération, dans cette entreprise. Alors Finn demande un match, Drew lui dit ok, tu vas avoir un match, mais pas contre moi, tu vas affronter Dolph Ziggler. Et si tu bats quelqu'un comme Dolph Ziggler, peut-être que je daignerai m'intéresser à toi. Et juste avant que le match commence, pour lui souhaiter bonne chance, Drew McIntyre, il porte un petit Glasgow kick, donc un énorme headbutt à Finn Balor qui terrible. qui est couché au sol. Terrible, ça a claqué dans tout le Kansas, je pense. Ouais. Et ça nous laisse juste le temps d'aller à la pub, et quand on revient, donc j'enchaîne sur le match, Ziggler versus Balor, et c'est, je pense de mémoire, le match le plus long de la soirée, et le plus, oui, c'est le vrai moment de catch, ouais. Donc Balor au début il est dominé, il a pris quand même un gros headbutt. Moi je me serais pas relevé avant 48 heures, je pense. Dolph Ziggler domine. Balor réussit à se remettre. Alors il rate un premier coup de grâce, il saute à côté. Il y a pas mal d'enchaînements, ça n'arrête pas. Et, Finn Balor réussit à placer son espèce de coup de pied pendulaire là sur Dolph. Il arrive à même lui faire un kick alors que Dolph est debout sur la troisième corde. Il va le chercher très très haut. Dolph Ziggler va répondre un peu plus tard en lui portant son DDT assez spectaculaire là, en allant le chercher très haut dans le ciel. À un moment donné, Finn Balor saute par-dessus la troisième corde sur Ziggler et Drew McIntyre. Il essaye de porter ensuite un coup de grâce qui est évité. Dolph Ziggler essaye un petit paquet et Finn Balor le contre en petit paquet, et c'est celui qui donnera la victoire. Donc 1, 2 et 3. Et de justesse, après un match bien équilibré, Finn Balor réussit à l'emporter. Alors Drew et Ziggler sont pas très contents, mais en coulisses, Finn Balor croise Stephanie McMahon et Baron Corbin. Et Stephanie, elle est très contente de Finn Balor, elle est fière de lui et elle le fait entrer dans la Team Rouge au Survivor Series. Donc elle dit ensuite à l'Écossais et à Ziggler d'essayer tous de faire équipe tous les trois contre SmackDown ce dimanche. Donc on a un nouvel adhérent à la Team Raw en la personne de Finn Balor. Alors qu'as-tu pensé de tout ce segment depuis la promo de Drew jusqu'à cette annonce finale de Steph? Alors, pas mal de trucs. Bon, alors déjà, on peut évacuer le match. Le match était très bon. Enfin, moi, j'ai bien pris mon pied. Je pense que c'est le seul match de la soirée que j'ai pas avancé un peu rapidement. C'était très fun. Écoute, les deux bossent bien ensemble. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Assez surpris, mais très agréablement surpris de voir Finn Balor gagner ce match et en plus éviter de se faire castagner la tronche après derrière, parce qu'il s'en sort voilà, une petite victoire clean, certes forcément un peu roublarde parce que il rentrait dans ce match un peu diminué, mais une victoire clean. En plus il s'en sort derrière, il peut célébrer. Il est promu dans l'équipe des Survivor Series, donc une belle petite soirée pour Finn Balor. J'étais assez content. La promo de Drew, elle était vraiment pas mal. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la promo de Drew McIntyre. Il y a un truc avec ce mec, il y a clairement quelque chose. Alors déjà, bon, évidemment, dans le ring, il est ultra impressionnant. C'est un colosse. Enfin, c'est un tronc d'arbre. Le mec, il est gigantesque et tout en étant ultra impressionnant. Mais voilà, il y a une vraie intensité, il y a une vraie présence dans ce qu'il raconte. Et j'ai bien aimé cette petite promo. Et j'aime bien aussi surtout le changement de dynamique en fait
qui aura pris le temps, mais qui là, voilà, par ces petites piques qu'il y a pu avoir disséminées dans la promo, est complètement acté. Hein. Tu sens que Drew McIntyre, maintenant, c'est l'alpha du groupe avec Dolph Ziggler. Et c'était assez drôle de le voir voilà, refuser ce match et en envoyant un faux compliment, mais ultra exagéré là, à Dolph Ziggler en disant bah oui, mais attention, toi t'es le vrai champion t'es le vrai meilleur du monde. Hein, c'est Shane McMahon a volé la coupe, mais c'est toi le meilleur du monde, donc tu vas affronter Finn Balor. Et puis si Finn Balor arrive à battre un mec comme Ziggler, alors peut-être que je m'abaisserais à l'affronter. Je trouvais que c'était assez marrant. Et c'est surtout qu'en fait, ça vient un petit peu couronner, je trouve, une construction entre les deux qui est finalement, avec le temps, qui est pas si mal fichue que ça, parce que voilà, au début, clairement, Drew McIntyre était le muscle de Dolph Ziggler et il restait toujours derrière lui et c'était Dolph Ziggler qui faisait les promos, qui prenait le micro, qui disait que c'était son show, c'était le meilleur et tout. Et petit à petit, tu sens que voilà, Drew McIntyre, il a pris de la place et maintenant c'est impossible de l'ignorer. Et c'est tellement impossible de l'ignorer que bah, du coup, il sent pousser des ailes et genre Dolph Ziggler devient tout petit, je trouve, à côté de Drew McIntyre. Donc je trouve que c'était pas mal fichu ces dernières semaines, ces derniers mois, cette dynamique qui maintenant laisse place à voilà, c'est le show de Drew McIntyre et chaque semaine il continue de me convaincre. Donc j'ai trouvé ça pas mal cette promo. Et puis le match qui a suivi, écoute, voilà, on en a déjà parlé, c'est très simple. Ouais, bah, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est Drew McIntyre, je trouve que c'est l'évidence. Enfin, je ne sais pas quels sont les plans, bien sûr, de la WWE Ouais, c'est toujours dans les, compliqué. dans les mois à venir, mais ça paraît, ouais, ça paraît évident qu'il faut miser sur ce gars-là. Bon, son catch peut être très spectaculaire, très violent. Enfin, là, il a fait un move ce soir, là, le headbutt. Ouais, et rien que ça crève l'écran, quoi. Ouais. Ouais, non. Ouais, 3 hommes. Moi, je suis toujours aussi content quand même de voir Ziggler en fin 2018 assuré hein, largement et pas Ouais, se il fait faire le boulot. Hein. rouler dessus non plus. Et puis Baylor, Baylor en fait, c'est le genre de personnage un peu comme Sami Zayn l'était avant de se blesser, où tu as l'impression que pendant des mois il fait rien, Ouais. mais rien que sa présence, sa musique d'entrée aussi joue beaucoup et tout. Tout le monde pop quand il arrive, quoi. Donc ça peut devenir en C'est trois vrai qu'il semaines, un a mois, ouais, il a un truc, il a un quoi. capital sympathie qui semble intarissable en tout cas, Mm. qui fait que, comme tu dis, voilà, on peut le ressortir un petit peu du chapeau quand on a besoin. Parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu l'impression que ça a donné. C'était peut-être le seul truc que j'ai trouvé un poil décevant dans la promo. C'est la justification de Finn Balor pour rentrer dans le mix. C'est en fait bon, ok, il vient soi-disant défendre l'honneur de Kurt Angle. Bon, je vois pas trop le délire. C'était plus il fallait trouver un prétexte pour qu'il vienne interrompre. Mais en même temps, c'est un peu à l'image de son rôle quoi à la WWE. C'est vrai que tu as l'impression que bon bah voilà, quand il faut le sortir du chapeau, et ben on le sort et bon bah là ils l'ont sorti pour venir prolonger un peu cette intrigue entre Ziggler, Drew McIntyre et puis les équipes pour les Survivor Series. Une équipe qui s'annonce explosive hein, du côté de Raw. C'est vrai qu'ils ont rassemblé que des éléments qui sont susceptibles de se foutre sur la tronche. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est vrai. Ça veut pas forcément dire qu'ils vont perdre, hein. Des fois, Ah c'est ça non, qui fait les attention. meilleures alliances, c'est sûr. Alors, toujours à propos de gens qui ont se foutent sur la gueule, mon rapide passage de Ronda Rousey en coulisses, qui parle à Charlie Caruso et qui répond un peu à Becky Lynch encore en lui disant que bon, elle se fout de la gueule de Becky Lynch d'une manière un peu bizarre. Hein. Elle la traite un peu de hipster, en gros, de... Ouais, je sais pas trop comment définir ça. Elle Ouais, lui dit qu'elle grosso mange de modo, c'est un peu ça. l'avocat, ouais, Hein. Elle met c'est un des peu pulls con. en V, elle met des baskets, je sais pas quoi, elle mange des toasts avec de l'avocat. Ouais, Ouais, c'est une voilà. milléniale, comme elle dit là. Ouais. Ouais, alors bon, pas tout à fait, parce que millénial, normalement, c'est ceux qui sont nés en l'an 2000, mais bon, c'est pas grave. Et puis, bah, il y a juste Naya et Tamina qui passent faire coucou, en gros, juste pour, pour hop, frotter un petit peu sur la veste de Ronda en lui disant, allez, hop, fais un bon match dimanche, et puis après, ça sera à nous de te maraver la tronche. Quelque chose à dire, Giscal? Non, pas Non. grand-chose. C'était pas son meilleur. Je l'ai trouvé plus impactante dans l'intro du show que là. J'ai pas trouvé que c'était sa meilleure tirade. Non. Ronda Rousey, mais bon, écoute. c'est- Alors,
Ouais. Le show Alors, n'était pas fini là-dessus. le show n'est pas fini. Oh non. Et question tirade, on a le Riot Squad sur le ring avec une tirade. C'est pas souvent qu'on les entend au micro. C'est Ruby Riot qui parle. Bon, promo très téléphonée, j'ai trouvé. Elle fait genre Oh, qu'elle est très triste d'avoir brisé la semaine dernière les lunettes de Jimmy Neidhart, que c'est vraiment pas bien d'avoir humilié Natalia. Et puis en fait, à un moment donné, elle baisse la tête et puis elle la relève en souriant. MDR. Non, non, en fait, trop contente d'avoir humilié Natalia. Alors la musique de Natalia arrive. Sarah Logan et Liv Morgan se précipitent vers le Titan Tron, mais en fait, Natalia, elle arrive de l'autre côté. Donc elle commence par réussir à prendre un peu le dessus. Mais finalement, dès que les trois se réunissent, bah, la pauvre Canadienne, elle a pas vraiment la possibilité de dominer. Donc elle est tabassée. Elle finit par terre avec les trois au-dessus d'elle qui font quasiment le point du shield, limite. Et voilà, donc Natalia aurait mieux fait de pas venir ce soir. Est-ce est-ce qu'il y a quelque chose que tu as aimé? Est-ce que ça t'a non. intéressé? En fait, j'aurais le même point positif que pour Ember Moon, Tamina et Nia Jax. On va dire que j'apprécie le travail de continuité d'écriture de la low card féminine, mais c'est pas intéressant. Et on s'en fiche qu'elle ait cassé les lunettes du papa de Natalia. Enfin, franchement, enfin c'est triste, mais bon, voilà quoi. Et puis ça, la promo de Ruby Riot, ouais, j'ai pas du tout accroché. C'est du vu et revu. Et il y en a qui le font beaucoup mieux qu'elle. Donc Oui, Alexa Bliss notamment. Alexa Bliss le fait mieux. Carmella l'a déjà fait mieux que ça aussi, je trouve. Non, il va falloir proposer autre chose pour que le Riot Squad m'intéresse. Non, j'ai pas accroché. Eh ben, on y reviendra. La Oui, soirée n'était pas finie pour le Riot Squad. non plus. Beaucoup de surprises. Alors, eh ben, tout d'un coup, on reprend au début du show. On fait comme une sorte de machine arrière dans le temps, puisqu'on a la bataille royale des tag teams, celle qui devait ouvrir le show. Maintenant que Braun Strowman est calmé, ça devrait pouvoir avoir lieu. Donc, c'est une battle royale où le concept, en gros, c'est le concept, c'est si un des membres d'une équipe est éliminé, bah, toute l'équipe doit s'en aller. C'est ça. Voilà, c'est histoire de gagner du temps, que ça prenne pas plus de 5 minutes. Donc le premier éliminé, c'est Heath Slater. Donc Slater et Rhino sortent. Ensuite, Revival est éliminé par le Lucha House Party après une séquence assez sympa entre les deux équipes. Alors notons que le Lucha House Party, ils sont 3 sur le ring, ils ont des passes droits. Cela dit, ils seront quand même sortis par The Ascension et la B-Team aussi. Connor et Victor, ils font belle impression. Ils se retrouvent en finale contre Gable et Bobby Roode. On a 2 minutes que j'ai trouvé plutôt sympa entre les 4 hommes. Ouais, c'est Il y a vrai. une super prise, je ne saurais pas trop la décrire, mais Bobby Roode qui tient, je sais plus si c'est Victor ou c'est Connor, et Gable qui fait une sorte de souplesse de saut arrière là depuis la troisième Un corde, moonsault, ouais. un moonsault, ouais, très très sympa. Et puis au final, eh ben, c'est donc cette nouvelle équipe, c'est Bobby Roode et Chad Gable qui gagnent et qui deviennent donc les leaders des tag teams de Raw, en sachant que c'est quand même toutes les autres qui étaient là seront dans Ouais. le match. Donc au final, Quasiment, je crois, quasiment, sauf Slater et Rhino, peut-être parce que c'était les premiers à avoir été éliminés. Peut-être que c'était ça la raison, je sais pas, mais toutes les autres équipes sont dans le match, en effet. Donc c'était juste pour déterminer le Capitana. est-ce que c'est si Euh, important comme enjeu? non, je pense pas. Surtout que le match sera en pré-show. Enfin, ils ont eu du mal à vraiment nous le vendre. C'est vrai que c'était compliqué. Alors, ça nous a donné un bon match la semaine dernière entre les Usos et le New Day à SmackDown, mais je pense, enfin, ça s'arrêtera là en termes du build pour ce match de tag team. Il y aura rien de mémorable. Écoute, comme toi, j'ai bien aimé la dernière minute de la bataille royale avec ce petit finish qui était pas dégueu du tout. Mais voilà, sinon, il y a pas de vrais enjeux, il y a pas de vraies répercussions pour la suite. Donc, je pense on peut passer. Ouais, moi je trouve que c'est un peu un match de trop effectivement sur la carte. Hmm. Après, bah, de notre côté, c'est bien, comme tu dis, des gens qu'on voit pas très souvent en pay-per-view, même si ça sera en pré-show, ils seront là, ils auront droit à leur petit moment, que ce soit les revivals, la C'est B-Team, tout ça. ça. Mais effectivement, bah, demain, enfin ce soir plutôt, a lieu le dernier SmackDown avant Survivor Series et on n'a que 2 équipes côté SmackDown, donc on va Ouais. forcément Il va y avoir
combler un peu, je ne sais pas trop avec qui, puisque bon, on verra ça pour le On champion. va voir justement, on ne sait pas. On va voir. S'ensuit, alors là on passe au niveau supérieur. On peut pas faire plus haut, puisque c'est Paul Heyman et Brock Lesnar qui arrivent. Brock Lesnar, là, depuis qu'il est redevenu champion, il vient, il assure, il est là. Alors c'est évidemment c'est Paul Heyman qui fait la promo. Il félicite déjà. D'abord, il félicite Braun Strowman. Il dit bravo. Exactement ce que tu as dit, Giscal, tout à l'heure. Je pense que vous vous entendez bien avec Paul. Il dit bravo Braun. En gros, tu as prouvé que tu n'étais pas juste un espèce de monstre qui tape comme ça. Tu montres aussi que tu sais manigancer, tu sais obtenir ce que tu veux. Donc, bien joué. Il félicite aussi AJ Styles pour être champion du monde à SmackDown, ce qui déclenche une grosse ovation dans la foule de Raw. AJ Styles est appelé par les fans. Et Paul commence à partir sur son discours classique que, en gros, Brock Lesnar va battre AJ Styles pour la 2e année d'affilée. Ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Mais il est interrompu par Jinder Mahal. Et Jinder Mahal qui va chercher loin dans le passé, justement, qui remonte à l'an dernier, puisqu'il rappelle que l'an dernier, c'était lui, le champion du monde. Ça, on n'avait malheureusement pas oublié. C'était lui qui aurait dû affronter Brock Lesnar dans ce qu'il appelle lui-même un dream match. Et malheureusement, voilà, comme il a été déconcentré par cette affiche à venir, ça a laissé l'opportunité à AJ Styles de lui prendre son titre de champion du monde. Donc Jinder Mahal, très très sympa comme mec, propose à Brock Lesnar de venir un peu l'aider à se focus, à se concentrer en lui proposant son mantra. Ce à quoi Brock répond ouais, ça m'intéresse. Et puis il dit à Paul Heyman, toi aussi ça devrait t'intéresser vu que t'es juif. C'est la blague absurde de la soirée. Ouais, écoute, je connaissais pas ce cliché sur les juifs, mais écoute, Non, apparemment, je sais pas, ils sont un peu nerveux. Mais je sais pas. Écoute, Brock, il parle rarement, mais il nous montre qu'il peut être rigolo. Bon, après, en vrai, c'est un truc qu'on a déjà vu 1000 fois avec Braun Strowman notamment, ou d'autres. Shanti, les frères Singh et Bobby Jinder Mahal. Lashley, Voilà, tout ça. Et puis finalement, Brock défonce tout le monde. Des souplesses à n'en plus finir sur les frères Singh. Des F5 sur Jinder Mahal à l'extérieur du ring. On reprend la petite ceinture universelle et on s'en va. Écoute, est-ce qu'il a assuré là, Lesnar pour builder le match? alors, si t'avais dit juste est-ce que Lesnar il a assuré, j'aurais dit oui. Pour builder le match, je dirais Tu dis non. non. En fait, c'est un peu ça qui est bizarre dans ce segment, c'est que en fait c'est un segment que j'ai bien aimé, que je prendrais franchement n'importe quelle semaine de l'année, mais pas à quelques jours des Survivor Series. Je trouve qu'ils n'ont pas fait du très bon boulot avec ce match. Bon là, ils n'avaient pas beaucoup de temps, mais honnêtement, bon alors on saura pourquoi un peu plus tard dans l'émission. Ils pouvaient pas le faire pour tous les segments, mais j'aurais vraiment vu ça comme une belle opportunité pour AJ Styles de venir confronter Brock Lesnar, je trouve, ce soir, parce que c'est pas Brock Lesnar qui va venir à SmackDown demain, ça m'étonnerait fort. On verra. Je pense pas, non. Non, je pense pas. Mais voilà, je trouve qu'ils ont eu beaucoup de mal parce que les 2 émissions de la semaine dernière, ils nous avaient fait des petites promos interposées qui manquaient un peu de feu. Et on a du mal à se dire, on a du mal à croire, en tout cas après les promos de la semaine dernière, que AJ Styles a beaucoup plus de chances de battre Brock Lesnar que l'année dernière. Il n'y a pas vraiment plus de raisons qui le justifieraient. Et puis là, cette semaine, en fait, ok, il y a eu 2-3 lignes dessus, très convenues de la part de Paul Heyman, mais après tout le reste, c'était finalement juste un peu un angle gaguesque avec le truc de Mal, et ça faisait justement pas très impliqué, je trouve, sur le build du match. Ça faisait pas trop pris au sérieux, donc c'était très drôle. Moi je me suis beaucoup marré, c'est toujours marrant de voir Brock Lesnar déglinguer des jobbers et Mal se faire défoncer. Les frères Singh, je pense qu'il y a un des deux qui a failli mourir parce que 2 fois de suite il prend une German suplex sur la nuque. Là c'était assez dingue. Donc c'était drôle, mais il manque un truc, moi, pour me dire que le match qui va arriver dimanche est super important, parce que j'ai pas l'impression que Brock le prenne de manière. Il a pas l'air très très impliqué, et les promos de AJ Styles étaient loin d'être ouf non plus la semaine dernière. Donc je suis un peu déçu du build de ce match. Le segment était cool, mais voilà, c'était juste cool, quoi. Après, bon, c'est souvent une gimmick de Lesnar aussi de donner un peu l'impression d'y aller
déjà vainqueur et un peu je m'en foutiste, mais c'est vrai Ouais. que c'est vrai que là, pourtant, il y aurait eu quelque chose d'intéressant à écrire sur le fait que ça soit 2 fois d'affilée la même affiche quand même, hein, sur ces 2 champions qui ont eu des parcours différents, mais qui tiennent quand même chacun à leur manière, leur division. Moi, j'ai bien aimé que c'est assez rare à la WWE pour le souligner qu'on revienne un peu 1 an en arrière dans le passé avec cette histoire effectivement de Jinder Mahal qui est, ça avait été assez surprenant, hein, qu'il perde son titre, je pense 1 ou 2 semaines avant l'affrontement Oui, annoncé. oui, oui, c'était surprenant. Donc c'était plutôt sympa. Après, Le clin d'œil était sympa. Ouais. j'espère vraiment parce que l'an dernier, Lesnar Styles, ça avait vraiment donné un très bon match, hein, de souvenir. Et je pense que depuis, il n'en a pas fait d'aussi bon, Lesnar. Donc j'espère Non, je pense pas. Ouais. qu'ils vont rejouer le vraie belle affiche classique et qu'on va pas avoir une sorte de brouillon comme on a eu là à Crown Jewel ou même à SummerSlam. Plus ça va, plus on dirait que Lesnar veut cacher le moins possible. On verra. Écoute, ouais, on verra. Mais c'est en effet ce qu'on disait à SmackDown la semaine dernière avec Irem. C'est, je pense que le match. Enfin, moi, je suis très content de voir ce match et je suis sûr que ça va être super. Mais j'ai trouvé en fait, il nous avait pas donné beaucoup de raisons à l'écran de croire que ça va être très différent de l'année dernière. En fait, c'est un peu ça. Euh, donc bon, Ouais, écoute, on verra. On pourra toujours être on surpris. verra. On verra. On continue le show, on continue avec les muscles, puisqu'on a Bobby Lashley et Lio Rush sur le ring. Bobby Lashley maintenant qui se la joue à monstre de foire, hein, pendant que Lio Rush le vend un peu tous ses mérites et tous ses muscles. Hein, il montre un peu tout son potentiel et il montre son cul aussi. Oui. Voilà, Bobby Lashley, il montre son cul à Kansas City, a priori, parce qu'il doit pas. Il doit estimer qu'il mérite pas mieux. Je pense que c'était ça le gag, hein. Il monte ses fesses. C'est très, très bizarre. Oui. Bref, il est interrompu par un petit riff de guitare. C'est Elias qui est sur sa chaise, toujours sous le petit entron. Il est au téléphone avec la police. Il les prévient parce qu'il est en face de. Il leur dit: je suis en face de Bobby Lashley et du petit garçon qu'il a enlevé depuis plusieurs semaines. Un petit garçon qui a l'air d'avoir, allez, même pas 10 ans. Se foutent un peu de la gueule de Lio Rush. Ça marche assez bien avec le public. Du coup, Lashley traite Elias de clown et lui dit de venir directement sur le ring pour régler ça. Du coup, on a un match, Bobby Lashley contre Elias, et on nous dit le gagnant sera le dernier entrant de la Team Raw des Survivor Series. Bon, c'est comme ça. Ça fait un peu bizarre, un peu brouillon, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, le match est très rapide, hein, il n'y a quasiment pas de match. Ça se passe pas mal à l'extérieur du ring. Et en fait, alors qu'Elias avait un peu pris le dessus et envoyé Bobby Lashley sur le ring, l'arbitre fait un décompte à l'extérieur, mais Lio Rush était sous le ring à la belle manière de Hans Vogel dans le temps, et il tient la jambe d'Elias, donc il l'empêche de remonter, et du coup l'arbitre compte jusqu'à 10, et Bobby Lashley a gagné. Bobby Lashley est le dernier entrant de la Team Raw des Survivor Series. Et ça, Elias, Il est pas content. il est pas content, il est un peu triste. Donc il réussit quand même à prendre Lio Rush, à lui faire passer un sale quart d'heure, et même à le projeter, puisqu'il l'a fait remonter sur le ring, à le projeter sur Bobby Lashley à l'extérieur. Donc il finit quand même un peu par avoir pris l'ascendant final, mais voilà, il s'est fait glisser l'opportunité entre les doigts. Donc on lance une feud. Qu'est-ce que tu en penses, Giscal, de cette rivalité qui semble commencer? Eh ben écoute, moi j'aime bien. J'aime bien. J'ai été assez surpris de cette fin dont tu parles, qui est pas si anodine que ça, hein, parce que Elias a quand même, comme tu dis, voilà, bon certes il a perdu, il est hors de l'équipe et tout, mais dans l'inconscient collectif, je trouve que quand même, et l'image de fond qu'on garde, c'est que c'est Elias qui avait le dessus sur Bobby Lashley, qui l'a bien malmené après le match, hein, parce qu'il a pas juste lancé Lio Rush, hein, mais il a aussi envoyé Lashley dans le poteau, dans les barricades et tout. Il l'a quand même un peu tabassé à la fin. Il lui envoie Lio sur la tronche. Bon, écoute, c'était pas si anodin que ça. Il est quand même assez dominant, Elias, depuis quelques semaines. Donc, à voir ce que ça lui réserve pour le futur. Et je le trouve surtout de plus en plus à l'aise dans son rôle de face rigolard là, qui fait marrer la foule et qui se moque de ses adversaires. Je trouve qu'il dégage un charisme
certain avec sa guitare là. Et il y a des vibes un peu. Alors je vais pas le comparer au rock non plus, mais je trouve qu'il y a un peu de ça. Je trouve qu'il y a dans sa façon de trash talker un peu ses adversaires et son impertinence, il y a un petit peu quelques vibes un peu du rock que je trouve intéressantes. Donc je le trouve assez divertissant en ce moment, Elias, personnellement. En plus, c'est encore plus en plus quand il garde ces matchs assez courts, parce qu'après on va pas se mentir, c'est pas non plus le catcheur de l'année et le plus fun à voir. Ils ont souvent fait l'erreur ces derniers mois de le faire catcher peut-être un peu trop longtemps dans des matchs de 12-13 minutes à Raw qui sont souvent un peu trop longs. Donc en fait, quand on le garde sur des segments très courts où il peut faire jouer sa puissance et des petits segments comme ça très fun où il peut trash talker son adversaire, je trouve que c'est un atout pas dégueu pour Raw. Donc ça m'a bien plu et cette feud peut être pas mal parce que voilà il y a des heals un peu ridicules en face qui peuvent donner du grain à moudre à Elias pour nous faire marrer. Donc dans l'ensemble je trouve ça plutôt très efficace. Ouais, moi je suis d'accord avec toi sur le vague similitude avec The Rock, mais c'est vrai que il a une très bon, ça on le savait, hein, très grande aisance à l'oral, Elias, et ça faisait plusieurs fois, hein, plusieurs mois avant que son face turn soit officiel, qu'il était quand même assez plébiscité. Donc je pense que c'est une bonne idée de l'avoir validé dans ce sens-là. À voir après, comme tu dis, sur le ring, il peut progresser, hein, sûrement. Après tout, c'est pas non plus quelqu'un qui a eu beaucoup de catch, ne serait-ce qu'à NXT aussi. Donc peut-être qu'il faut lui trouver un style plus face, je ne sais pas. Lui trouver un peu lui faire prendre des marques catchesques. Ouais, ça peut être une bonne rivalité de mid-card pour ces deux-là. En attendant, je sais pas, une libération. C'est pas quelqu'un qui va beaucoup chercher des ceintures pour le moment, Elias. Donc Non, je pense pas. peut-être que ça viendra, mais il en a pas besoin. C'est vrai qu'il fait partie de ces gens qui ont eu une gimmick qui n'a pas besoin de la ceinture ou d'une quelconque feud non plus pour être vraiment intéressant et divertissant. Bien, et ben c'était notre dernier segment masculin de la soirée puisqu'on va vers le main event. Et le main event est exclusivement féminin à Raw cette semaine. Pour le plus grand bonheur de Giscal, j'imagine. Oui, bah là, on peut pas nous dire qu'ils font pas des efforts. Hein. Donc, et ouais, parce que ce qui court depuis tout le show, hein, c'est que Alexa Bliss, qui est la team captain des filles à Raw, mais qui n'est pas dans le match, elle est toujours blessée, la pauvrette, va donner sa liste les cinq filles qui vont concourir pour Raw ce dimanche. Donc elle est là sur le ring et à côté d'elle il y a Mickie James, Nia Jax et Tamina. Donc déjà on devine que. Alors elle commence par nous parler de la première qu'elle a choisie, qui est une absente. Elle avait choisi Natalia pour son expérience, pour son caractère, pour son statut de légende. Mais Natalia, elle a eu une soirée un peu émotionnelle. Hein, c'est comme ça qu'on dit quand on se fait passer à tabac. Du coup, elle est rentrée à la maison, mais elle sera là ce dimanche. Donc Natalia en numéro 1. Mickie James en numéro 2, Nia Jax, avec qui elle a eu quelques tensions, en numéro 3, et Tamina en numéro 4. Donc il manque un numéro 5, et elle nous dit, Alexa Bliss, qu'elle a décidé, en accord avec Stephanie McMahon, de faire un match entre Bayley et Sasha Banks ce soir maintenant direct, pour savoir qui sera la 5e. Donc les deux jeunes femmes arrivent. Là tout de suite on pense à toutes ces vagues FUD qui durent depuis des années entre les deux jeunes femmes. On se dit que c'est pas mal là pour elles d'avoir le main event. Elles commencent à s'affronter, elles se donnent pas mal. Bayley, Sacha se donnent des coups assez violents. On sent que toute amitié est mise de côté. Mais au final, c'est complètement avorté. Ça finit très rapidement parce que au bout de 5 minutes, je pense, même pas, Mickie James, Nia Jax et Tamina les attaquent et les passent à tabac. Bon, du coup, petite déception, hein, c'est un peu tué dans l'œuf leur histoire, on comprend pas trop. Alexa Bliss prend le micro et nous dit eh ben non, finalement, du coup, la 5e membre, c'est Ruby Riott. Et Ruby Riott arrive et on a donc les 5 femmes de Monday Night Raw. On fait une première pause ici peut-être, Giscal, qu'est-ce que... Ouais, peut-être, parce que c'est vrai que du coup, il y a pas mal d'infos. Ouais. Bon, cette équipe est étrange. Cette équipe est étrange. Oui, Que hein. des heals et Natalia.
Je vois pas trop dans quel univers Natalia aurait envie de participer à ce match. Parce que elle peut pas être coéquipière avec Ruby Riott qui vient de l'humilier et de la martyriser là depuis quelques semaines et tout. Donc vraiment, je vois pas trop le délire. J'ai pas compris en fait ce coup de théâtre entre guillemets qu'ils ont essayé de mettre en scène un petit peu parce que je trouve que ce soit en fait en kayfabe, que ce soit pour n'importe lequel des participants, je vois pas trop le sens que ça a. Alexa Bliss, elle récupère une nana qui a jamais rien fait. Elle l'a handpicked, hein, vraiment, genre elle la sélectionne venue de nulle part comme ça, Oui, oui. alors que Ruby Riott n'a jamais rien gagné. Euh, En plus, elle sait que elle s'entendra jamais avec une de ses participantes dans l'équipe. Enfin, donc ça a pas trop de sens. J'ai pas compris ce faux coup de théâtre un petit peu là. Euh, donc ça nous donne une équipe qui est un peu chelou, Haro, parce que du coup on a que des heals quasiment, et Natalia qui vient traîner ici et qui c'est vrai que tu te mets à sa place, tu te dis bah écoute, moi dimanche je me fais éliminer puis je me casse, hein, je vais pas me casser le cul pour toutes ces connasses là, j'en ai rien à faire. Donc tu te demandes. Donc c'est vrai qu'en plus, alors à côté de ça, on nous a vendu on a l'impression qu'on nous troll un petit peu parce qu'on nous a foutu un Sasha Banks contre Bailey qui sert à rien, euh, qui a même pas du coup. C'est vrai qu'on sait pas trop. On se disait tiens, j'aimais bien le concept avant quand elle a annoncé le match, Alexa Bliss. Tu fais tiens, on va voir si justement, moi j'ai besoin de compétitrices, de meufs qui ont la dalle et qui sont prêtes à tout mettre de côté pour gagner contre SmackDown, même leur amitié et tout. Et là, hop, arrive Sasha Banks et Bailey. Je dis, tiens, on va peut-être enfin nous rallumer un petit quelque chose ou faire évoluer le truc. En fait, finalement non, c'était un angle pour positionner Ruby Riott dans l'équipe. Je trouve ça finalement assez bizarre. Je comprends pas. Ouais, puis ça fait mal, je trouve, justement pour Bailey et Sasha Banks, qui donnent Ouais, vraiment l'impression là, d'être deux serpillères. ah mais complètement, qui donne l'impression de te voilà des faire valoir En fait, elles ont vraiment servi à positionner un angle d'annonce et rien d'autre en fait. Et je trouve ça très étrange, vraiment comme décision. Je comprends pas trop le dessin derrière quoi. Alors peut-être, je sais pas, peut-être pour entamer une pseudo-feud ensuite entre les deux et Tamina et Nia Jax, je ne sais pas, mais là c'est vrai que bah, Peut-être, déjà, oui, en effet, c'est vrai. Il y a les tag teams, c'est cette rumeur qui court depuis un petit moment. ouais, ça fait longtemps en même Ça temps, fait mais un petit moment, ça ouais. fait. Non, mais c'est vrai que là, bon, déjà, trouver à chaque fois 5 filles dans chaque division, il y a 5 filles, mais bon, il y a toujours, sont pas toujours toutes intéressantes. Et là, ouais, tu dis Bailey et Sacha, elles sont 6e et 7e roue du carrosse, donc ça, c'est un peu, ouais, c'est un peu triste pour elles. Euh, et puis l'équipe rouge fait pas rêver, quoi. Euh, Moi, j'étais un peu surpris aussi de voir Ruby Riott. J'aurais trouvé l'idée géniale, à la limite, enfin peut-être pas génial, faut pas exagérer, mais si vraiment ce 5e nom avait été une grosse révélation, quoi, je sais pas, un retour de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des mois, ou je sais pas, moi, une ancienne. Oui, voilà, oui, en effet, oui. Mais là, bon, Ruby Riott, ouais, bon, Ça vient d'accord. vraiment de nulle part, là. Ça, c'est. Mais bah, c'est pas fini. Et c'est même très loin d'être fini, puisque pendant que les 5 filles de cette team d'Euro sont en train de fanfaronner sur le ring, on a une caméra qui arrive dans les coulisses et où on voit eh bien, la pauvre Ronda Rousey qui est dans les vestiaires, couchée au sol et qui est bloquée dans un terrible armbar par Becky Lynch. Becky Lynch est ici, elle est très vite séparée par les équipes techniques et par les managements, mais elle se précipite vers le ring et elle n'est pas toute seule. Toutes les filles de SmackDown débarquent, rappelant l'époque des invasions masculines d'il y a quelques années. Toutes les filles de SmackDown sont là, elles attaquent les filles de Raw. Alors il y a même les autres meufs de Raw qui ne sont pas sélectionnées mais qui arrivent, la Dana Brooke, Alicia Fox notamment. Bref, tout le monde se bat sur le ring. Il y a Lana, il y a Carmella, donc il y a Charlotte même qui est là. Becky Lynch qui se fait même péter le nez dans la séquence. Alors j'ai pas trop vu par qui, je pense que c'est peut-être par Dana Brooke, je sais pas si toi tu as repéré. Euh, Non, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça. Ouais. mais ça rajoute un petit peu de violence. Becky est couverte de sang, en plus elle se frotte bien le nez, donc elle en a partout sur les mains après. Ronda Rousey revient des vestiaires.
Elle commence par reprendre un peu le dessus sur les filles de SmackDown, mais toute seule, elle peut pas faire grand-chose. Et puis surtout, elle a encore mal à son petit bras qui a été tordu par Becky Lynch. Et puis l'Irlandaise est allée chercher une chaise pour lui passer un coup, 2 coups. Le public en réclame encore plus. Étonnamment, on est à Raw, mais Becky Lynch a une pop monstrueuse. Ah oui. Et les Bleus finissent par partir en laissant comme ça les filles rouges agoniser tout autour du ring, avec donc Becky couverte de sang. Et loin, très loin, au niveau du Titantron, on voit Alexa Bliss qui a réussi à échapper au massacre, mais qui a visiblement une petite lueur d'inquiétude dans le regard. Et c'est là-dessus, sur ce segment, ma foi, assez inattendu et assez intense, que se finit ce dernier Raw avant les Survivor Series. Et bah voilà, Giscard, on y est là dans un gros build, dans une grosse guerre. Hein. Ça fait plaisir. Non, T'as mais aimé je ne pensais pas que la lumière viendrait du côté des femmes pour ce build des Survivor Series, mais oui, oui, c'est sûr, j'ai adoré ce segment final. Alors, on va pas se mentir, il a été magnifié par le petit accident qui est arrivé à Becky Lynch, parce que ça a donné un visuel absolument incroyable, surréaliste, de Becky Lynch couverte de sang là au milieu d'un champ de bataille. On a l'impression d'une scène de guerre. C'était assez dingue. Mais au-delà de ça, le segment était très bien exécuté, j'ai trouvé. Donc c'est la guerre. C'est vrai que je sais pas pourquoi on aurait pu s'y attendre un petit peu quand même, parce que ils nous font le coup souvent au Survivor Series. Mais j'avais cet angle d'invasion m'était un petit peu sorti de la tête, donc il m'a un peu pris par surprise personnellement. J'ai trouvé donc que c'était très bien foutu. Alexa Bliss a toutes les raisons du monde d'être inquiétée, puisque son équipe vient de se faire décimer par l'équipe de SmackDown. Donc ça c'est bon, voilà, c'est sympa, voilà, ça met un peu de momentum sur SmackDown. Et puis bah écoute, Becky Lynch là, c'est fou, hein, c'est fou. C'est une star. Elle est super over. Alors faudra voir ce que ça donnera au Survivor Series, dans son duel direct face à mince. Face à Ronda. Face à Ronda Rousey, pardon. Mais j'ai été très surpris de voir que le public en redemandait, même sur Ronda. Je pensais que ça allait calmer un tout petit peu. Mais écoute, apparemment non. Les Survivor Series se déroulent. Alors je sais plus, se déroulent où les Survivor Series? Là, j'ai pas de tête l'info, hein, je t'avoue. Ah, mais c'est peut-être à Los Angeles. Je sais plus. Enfin bref. Mais bon, on verra dans un match. Oui, c'est à Los Angeles. Dans un match en 1 contre 1 un petit peu. Ce que ça donnera entre les deux, mais c'est vrai que cette pop est hallucinante. Elle est en train de se forger un personnage de dingue. Alors quand même, ce qu'on retient de cet épisode, c'est vrai que c'est qu'elle se positionne quand même toujours en heel, hein, dans cette rivalité, mais elle, voilà, j'ai l'impression quand même depuis Evolution que on la laisse vraiment camper et développer un personnage badass qui transcende un petit peu son simple alignement. On va un peu plus loin. On va même beaucoup plus loin que son personnage qu'elle avait avant son match contre Charlotte, qui était très achouiné, qui était beaucoup plus classique, on va dire, un heel un peu plus géniard, certes badass, mais qui avait des discours de heel plus standards. Là, on sent, voilà, qu'on la laisse un peu voler de ses propres ailes, et elle a tous les outils pour réussir. Elle a vraiment tout. Donc mais bon, on va voir. Survivor Series, ça va être le gros test, parce que Ronda Rousey jouera à domicile. Si jamais elle arrive à supplanter la pop de Ronda Rousey en Californie, je pense que au bout d'un moment, ils seront obligés de faire quelque chose à ce niveau. À ce propos. Donc on va voir. Le match s'annonce intéressant. C'est vrai que la victoire clean de Ronda Rousey s'éloigne de semaine en semaine de mon esprit. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Ouais, moi j'ai trouvé comme toi Becky. Bon, c'est sûr que l'image, et comme tu as dit, de son visage en sang Ça jouait joue, hein. beaucoup. Alors, elle a été extraordinaire, et c'était vraiment bien. Là, pour le coup, si on compare à l'invasion d'il y a, je pense que c'était il y a 2 ans, là, quand
quand Shane était venu, mais ouais. c'était celui-là il avait fait polémique, mais c'était vraiment sorti de nulle part. C'était vraiment coucou, bonjour, tout d'un coup je deviens un connard. Alors que là, tout prend. Il y a déjà eu des graines qui ont été semées. Il y a déjà eu des promos de Becky, des promos de Ronda d'ailleurs tout au long de la soirée. Oui, de la Donc, semaine dernière aussi. tout prend sens et Becky, alors qu'elle sera pas, enfin comme tu l'as dit, elle est dans un contrat, elle sera pas dans le match élimination, mais elle a vraiment une allure de porteuse de groupe, hein, de porteuse d'équipe et ça a complètement fait sens et ça s'est très bien inscrit dans toute l'histoire. Alors je suis peut-être de parti pris évidemment, mais moi je serais du genre à moi, je dis, il faudrait limite booker la victoire de Becky Lynch, une victoire roublarde et sale, si tu veux, mais Ouais. parce Ça me semble, que ça me semble toujours. On a encore quelques jours et le SmackDown. J'ai souvent tendance à sortir mes pronostics le jour même, mais c'est vrai que le temps que ça mûrisse, mais j'ai quand même encore du mal à voir vraiment Becky Lynch battre Ronda Rousey. Je pense que Ronda Rousey ne peut pas perdre avant WrestleMania de l'année prochaine. Mais c'est vrai que les semaines passent et ça devient de plus en plus difficile de rester insensible au fait que Becky Lynch, tu sens qu'elle est à ça de vraiment de prendre le contrôle d'exploser quoi. Donc c'est vraiment ça l'a passé. Enfin là pour le coup, voilà, le fait de la rendre championne, la star comme tu dis, et je sais pas. Évidemment, la solution la plus évidente, ça serait que Ronda gagne parce que c'est la construction du personnage et que c'est le programme et qu'on sent que c'est la biggest picture c'est le big picture, ouais. jusqu'à WrestleMania, mais c'est tellement difficile après à gérer, je trouve, ces histoires de stars qui restent invaincus pendant plus d'un an, comme on voit ce qu'est Asuka aujourd'hui, ou ce qu'ont été Rousseff ou Ryback, ou tous ces gens qui ont été un peu invaincus parce que c'était le programme pendant des mois et qu'après on a laissé un peu. Alors que là, justement, dans cette opposition qui est vouée à être un one-shot, il y avait le moyen, et puis il y a moyen, et ça serait d'autant plus logique ensuite de booker une Ronda encore plus énervée pour éclater Nia Jax, Tamina et tout ce que tu veux pendant encore 3-4 mois avant WrestleMania. Je crois pas qu'ils oseront faire ça. Non, je pense pas non plus, mais c'est vrai que du coup, moi en tout cas, s'il y a bien un pour lequel je suis excité dimanche, c'est celui-ci. Parce que ils ont réussi à mettre le doute très clairement. Et puis il n'y a pas que le doute, il y a aussi juste l'intérêt pur quoi. C'est le seul match de la carte entre champions où tu as vraiment l'impression que ça va être la guerre quoi. Enfin genre ils vont se foutre sur la tronche, ils s'aiment pas, ils veulent gagner. Brock Lesnar et AJ Styles, j'ai pas ce sentiment-là. Seth Rollins, Nakamura, j'en parle même pas. AOP et New Day, ils se connaissent même pas. Enfin, genre, ils ont eu aucune interaction. AOP et New Day, pardon. AOP et The Bar, ils se connaissent même pas. Donc, enfin, il y a pas d'enjeu particulier. Là, ça c'est le match, quoi. C'est le match qui incarne pour moi les Survivor Series. C'est le match qui a été booké en tant que tel. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait un super boulot là-dessus. À tel point que c'est vrai que maintenant tu te dis tu es presque en train de te dire bah ouais est-ce qu'il faudrait pas qu'il fasse gagner Becky quoi. Donc c'est du très bon boulot j'ai trouvé. Et puis bah écoute on va voir ce que ça donne. Après je comprends ce que tu dis sur Ronda, c'est vrai que c'est délicat. Après je trouve que c'est pas exactement la même chose alors oui t'as cité Ryback, Asuka est peut-être l'exemple le plus proche de nous où il book pas Ronda autour de son invincibilité, on va dire. C'est plutôt dans l'autre sens. Elle est invincible parce qu'il faut qu'elle soit invincible. C'est une superstar en fait. Oui, bien sûr. Asuka, elle était invincible parce qu'il y avait sa streak. Enfin, genre il y a sa streak. Donc c'est vrai que le ressort scénaristique était plus grossier et plus délicat à Oui, gérer c'était plus lourd, évidemment. parce qu'il y a cette streak et c'est vrai que voilà les exemples par le passé de séries de victoires ne sont pas forcément très reluisants, c'est vrai ce genre de truc. Là en fait elle gagne pas parce qu'elle est dans une série de victoires, elle gagne parce que c'est la superstar quoi. C'est la meilleure. C'est la meilleure, elle est au sommet et de ce point de vue là je vois pas trop de raison de faire perdre Ronda Rousey en fait. Mais sauf que en fait la raison
elle est en train de se développer petit à petit, semaine après semaine, parce que en fait, Becky Lynch, elle est en train de la créer, la raison. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant cette explosion, hein, de son personnage, c'est que elle est peut-être en train de créer une raison suffisante pour changer le résultat d'un match qui, alors pour moi, était Oui, cousu de fil blanc, quoi. Donc, écoute, c'est un sacré boulot, une sacrée fin oui. pour ce Raw. Au moins, comme tu dis, ils réussissent à nous mettre le gros doute. Et après, on ne sait pas, est-ce que Becky Lynch ne serait pas en train de faire changer les pions en sa faveur, hein. C'est sûr que là, au moment où on parle, bon, ça serait mettre un peu de côté tous les accomplissements de Charlotte ces dernières années, mais je trouverais ça effectivement plus frais et plus original que ça soit Becky la première à faire tomber Ronda que toujours Charlotte comme. Ouais. Et Mais bon, Charlotte, d'ailleurs, c'est quand t'as récapitulé tout l'angle du main event, j'ai vu une petite saute de son. Alors, je sais pas si t'en as parlé, mais Charlotte était dans le ring pendant oui. Mhm. pendant le beatdown, donc elle était là, elle participait à l'assaut aux côtés de Becky Lynch, ce que Ouais. j'ai trouvé assez impressionnant. Intéressant, pardon, parce que Charlotte, elle avait un peu disparu des radars depuis 2 semaines à SmackDown. Elle avait refusé le capitanat de l'équipe de SmackDown. Elle avait refusé de venir participer à l'équipe implicitement, parce qu'elle s'était pas montrée la semaine dernière. Donc son rôle est encore très flou vis-à-vis des Survivor Series. Est-ce qu'elle pourrait pas jouer un rôle aussi peut-être dans dans ce match entre Ronda Rousey et Becky Lynch, peut-être une autre option à voir, mais on aura peut-être quelques éléments de réponse ce soir à SmackDown. Mais j'ai trouvé sa présence assez intéressante pendant le main event là. C'est vrai qu'elle était là et qu'on l'avait pas revue d'ici à SmackDown, donc peut-être qu'elle apparaîtra, oui, au dernier SmackDown avant les Survivor Series. Bon, tout ça, c'est une autre histoire. Bien Oui. sûr, on en parlera sur Catch Up. Pour finir ce Raw, eh bien, un petit mot de la fin. À nous de donner notre top, notre flop et notre note. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'écoute. Alors, dans ma note, j'ai l'impression que je suis tombé plutôt sur un bon. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un show qui était. Alors, tout n'est peut-être pas forcément intéressant, mais en tout cas, qui avait le mérite d'être ultra focus sur les Survivor Series, et c'est ce que j'aime en contexte de Go Home Show et puis pour builder un pay-per-view. Donc, en tout cas, même si tout n'était pas forcément réussi, ils ont fait l'effort de construire ce pay-per-view. Donc, je vais mettre une note de 3,5 à cette émission qui m'a plutôt bien. Qui a conservé mon attention de bout en bout. Avec des super moments, dont ce main event absolument dingue, qui aura du coup mon top par l'intermédiaire de Becky Lynch. C'est compliqué pour moi de pas lui donner mon top cette semaine à Becky Lynch, qui a crevé l'écran une nouvelle fois et qui a rajouté quelques vignettes et quelques passages vidéo à son package, son futur package vidéo de légende qu'elle aura à la WWE, parce que je peux vous dire que les images du main event d'Euro, on les retrouvera dans plein de futurs packages vidéo à mon avis. Donc elle aura mon top. Et puis mon flop cette semaine. À qui je pourrais mettre mon flop j'ai un petit peu envie. C'est un peu sévère parce que c'est pas la cata, mais c'est vrai que bon, on enregistre cette émission très très vite après avoir vu le show. Alors j'ai pas forcément bien mûri mon choix, mais je dirais peut-être ce retournement de situation avec Ruby Riott qui intègre l'équipe des filles et la gestion du Sasha Banks Bailey qui m'a un petit peu déçu. Je trouve que c'était ce qu'ils appellent un swerve aux États-Unis, là, cette sorte de surprise pour faire une surprise, mais sans vraiment de plan derrière. Je trouve ça un peu décevant. Ouais, je suis à peu près d'accord avec toi. Moi, j'aurais tout à fait le mérite sur Becky Lynch et effectivement sur cette construction avant, c'était un peu bizarre. Bon, bah, pour essayer de faire un peu plus complémentaire, comme tu as deux segments féminins, moi je vais me cibler sur les hommes et du coup je vais mettre mon top à l'autre qui a à mes yeux crevé l'écran sans avoir besoin de saigner du nez. C'est Drew McIntyre que j'ai trouvé énorme dans tous les sens du terme. Drew, je commence à mettre mes billes sur le fait que ça soit lui le mec qui fera tomber Lesnar au prochain WrestleMania. Ça me paraît fort possible. Euh, Ah ah, quelle ah, prédiction! on verra. Ensuite, mon flop, bah, du coup, pour rester sur les hommes, parler un peu déçu par Seth Rollins, qui n'a pas dit grand-chose. En fait, limite, Ah bah oui, il y aurait je suis eu bien juste d'accord.
Juste le package vidéo d'Ambrose, Exactement. Ouais. ça aurait suffi. Mm. Sinon, Seth, là, il a l'air d'un peu. Il est toujours pas remis de cette trahison. Non, Il il est lui qui sous le choc. d'habitude. Bon, on va lui laisser se remettre, mais il a rien apporté à ce Raw. C'est bizarre en fait. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, mais on a l'impression qu'il y a un problème de timing presque. La rivalité veut démarrer, veut décoller, mais il y a ces Survivor Series, alors du coup, elle peut pas vraiment prendre son envol. C'est bizarre. Ouais. Ouais. Et moi, je mettrais une note de 3 parce que j'ai trouvé qu'il y a eu plein de segments intéressants. Braun Strowman au début, qui a retrouvé son vrai élan avec la foule. Il y a eu Drew McIntyre, le match avec Baylor. Il y a eu Brock Lesnar qui a été assez rigolo. Bobby Lashley et Elias aussi. Mais c'est vraiment un Raw, c'est le problème, où il a fallu tout builder et même Ah bah c'est finir la express. carte des séries. Donc du coup, il y a eu très très peu de contenu sur le ring. Ça a beaucoup parlé, ça a beaucoup interagi, ça a beaucoup organisé, planifié, préparé, prévu. Mais là, pour voir un show de catch, il faudra attendre un peu plus tard. Donc voilà, 3 sur 5, ça me paraît correct. Eh bah, très bien. Bien, écoute, voilà, Giscal, nous en avons fini avec ce dernier Raw avant les Survivor Series. Que toi comme moi, nous visionnerons ce pay-per-view avec attention quand même. Ah oui. Pour tous ceux qui nous écoutent, déjà merci de nous écouter. Donc vous commencez à connaître la séquence promo, Catch Up. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud, également sur Facebook et Twitter, Catch Up CDC. N'hésitez pas sur tous ces réseaux sociaux à nous laisser tout ce qu'il faut comme bon petit soutien, que ce soit des pouces, des étoiles, des cœurs, tout ce que vous voulez. Partagez-nous, commentez, donnez-nous votre avis. Est-ce que vous avez aimé ou pas ce Raw? Est-ce que vous avez aimé ou pas Becky Lynch? Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir vos mantras vous aussi? Est-ce que vous êtes juif vous aussi? Toutes ces sortes de choses. Mon bon Giscal, merci beaucoup d'avoir participé à cette analyse. Ah bah, merci, plaisir. merci à toi pour cette présentation au pied levé. Ça fait plaisir. Et puis bon voyage aux Pays-Bas, puisque notre ami Giscal Je dois partir en urgence. Ouais. est très très occupé, une grosse affaire à gérer dans le plat pays. C'est ça. Merci à tous. Dernier mot, Giscal, quelque chose à dire? Bah écoute, non, si ce n'est que comme toujours, retrouvez-nous sur YouTube. Pas la chance de voir nos trombines, mais nous sommes sur YouTube, sur la chaîne Catch Up CDC. On est sur Spotify, on est sur PodCloud pour les supports audio. Et puis vous pouvez nous retrouver, ça je le fais très mal généralement, mais sur Facebook, sur la page Catch Up CDC, sur Twitter, sur @CatchUpCDC. Laissez-nous des commentaires. On a le serveur, toujours un serveur Discord aussi si vous voulez discuter avec nous. Bien sûr. Venir partager, discuter par écrit ou par oral. On est là, on peut répondre à vos questions et débattre un peu de tout ce qui tourne autour du catch ou autre. Et puis voilà, commenter, partager. Retrouvez-nous peut-être sans doute même pour un pré-show, en tout cas pour tout ce qui suit. Et puis on vous dit à très vite, une bonne semaine de catch à tous. Voilà. Bonne semaine plein de catch, bon SmackDown et bonne guerre des Survivor Series. Allez, ciao. Ça va, ça s'entend pas trop que je suis enrhumé? Non, franchement pas du tout, j'aurais pas deviné. Ok, très bien.